défis et perspectives de la société civile haïtienne. À Amnesty, nous travaillons en étroite collaboration avec la société civile haïtienne pour documenter et dénoncer les crises des droits humains dans le pays. Au début de l'année, nous avons publié un rapport sur les conséquences dévastatrices de la violence des gangs sur les enfants en Haïti, mettant en évidence les meurtres, les déplacements, le manque d'éducation et le besoin urgent de protection. Parallèlement, nous menons une campagne mondiale appelant les autorités haïtiennes et la communauté internationale à protéger les enfants haïtiens et à garantir que les auteurs d'abus rendent des comptes. Je voudrais également profiter de cette occasion pour inviter toutes celles et ceux qui se joignent à nous aujourd'hui à soutenir cette campagne en signant notre pétition pour protéger les enfants d'Haïti. Chaque signature renforce l'appel à une action urgente et à la solidarité internationale. Nous sommes extrêmement reconnaissants que vous puissiez nous joindre, se joindre à nous aujourd'hui, notamment pour entendre directement les défenseuses haïtiennes des droits humains sur les réalités auxquelles elles sont confrontées, la résilience des communautés et les mesures urgentes nécessaires pour renforcer la protection et la solidarité avec le peuple haïtien. Avant de commencer, comme Sophie elle a dit, il s'agit d'un webinaire Zoom et vous allez avoir l'occasion en tant que participant et participante à utiliser la fonction de questions-réponses. Mais ça arrivera dans un deuxième temps. Tout d'abord, permettez-moi maintenant de présenter brièvement nos chers panélistes. Merci beaucoup, Pascal, Nadine et Rosie, de nous rejoindre aujourd'hui. Je commence par donc présenter Rosie Auguste, qui est une défenseuse des droits humains du Réseau national de défense des droits humains et qui est l'une des principales organisations haïtiennes documentant les violations et plaidant en faveur de la responsabilité face à ceux qui commettent ces violations. Nous avons également Nadine Tina, une militante des droits des femmes et représentante de RECFAD, qui œuvre pour la promotion de l'égalité de genre et la protection des femmes et des filles en Haïti. Et finalement, nous avons Pascale Solage, qui est cofondatrice d'un collectif féministe qui se concentre sur la mobilisation de la base et les droits des femmes et la participation civique. Rosie, Nadine et Pascal, nous sommes honorés de vous avoir chacune d'entre vous parmi nous aujourd'hui pour discuter de la situation en Haïti et de vos combats. Pour la discussion d'aujourd'hui, voilà comment on va procéder. J'ai d'abord une question pour chacune de nos panélistes que je vais poser à tour de rôle. Tout d'abord à Rosie, puis à Nadine et enfin à Pascal. À la suite de ces questions initiales, si nous avons le temps, nous aurons un moment d'échange entre les panélistes où vous pourriez réagir aux intervenants de l'une et de l'autre. Et au final, on ouvrira la parole aux questions du public via la modalité de questions-réponses avec le soutien de ma collègue Tania. Sans plus attendre, je vais commencer donc avec les questions. La première question pour Rosie Auguste. Rosie, pour commencer, pourriez-vous nous faire part de ce que vous considérez comme les principaux défis auxquels la société civile haïtienne est actuellement confrontée dans la défense des droits humains? Et également, quelles mesures urgentes les autorités haïtiennes devraient-elles prendre pour mieux protéger les défenseurs des droits humains et répondre à cette crise? Merci Rosie, je vous passe donc la parole. Encore une fois, faut enlever le mute, désolé. Bien sûr, excusez-moi. Donc, je disais bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Rim. Et merci aussi à Amnesty International de nous avoir invités à prendre part à ces assises en vue justement de partager quelques réflexions sur notre travail et surtout sur quelques défis auxquels nous sommes confrontés parce qu'ils sont plusieurs en fait. Et je commencerai aussi par vous dire que en Haïti, nous avons le malheur de voir se succéder à la tête du pays des personnalités qui n'établissent aucun lien entre leurs obligations de résultat et le respect, la protection et la réalisation des droits humains. Pour ces autorités étatiques, promettre par exemple de combattre la corruption, c'est émettre des phrases creuses, mais politiquement correctes. Donc, ces autorités ne sont pas convaincues que la corruption aggrave l'extrême pauvreté
et que la dilapidation des caisses de l'État empêche la construction d'écoles, d'universités, de routes, de ponts, etc. Et de même, elles ne veulent pas comprendre que construire des écoles, c'est faire un pas vers la réalisation et le respect du droit à l'éducation des enfants, que construire des hôpitaux, c'est aussi aller dans le sens du respect du droit à la santé et que les routes, tout bêtement, établissent la communication entre les départements du pays et promeuvent le développement des zones rurales tout en respectant la liberté de circulation dans le respect de la dignité humaine. À chaque fois qu'un ministre de la Justice, par exemple, est nommé, qu'un commissaire du gouvernement, celui qui joue le rôle de procureur, peut-être chez certains d'entre vous, à chaque fois qu'un commissaire du gouvernement est remplacé, vous les entendrez s'engager à lutter contre la détention préventive illégale et arbitraire, qu'ils appellent d'ailleurs allègrement la détention préventive prolongée. Comment alors expliquer que ce drame affecte le pays depuis plusieurs décennies? Tout simplement parce que ce nouveau ministre ne veut que paraître à la mode, en lançant ça et là des petites informations relatives aux problèmes de la prison, aux problèmes des tribunaux, dans l'idée de faire croire qu'il en détient une bonne lecture et donc qu'il sait comment changer les choses. Et aussi parce que ce nouveau juge, ce nouveau commissaire du gouvernement, ils ne perdront pas le sommeil pour avoir laissé croupir en prison un enfant qui a été arrêté à l'âge de 16 ans, tout en sachant que cet enfant risque de passer en situation d'attente de jugement le temps de peine de prison qu'il aurait eu à purger s'il avait été jugé et condamné. Donc, voilà notre plus grand défi à nous, défenseurs des droits humains en Haïti. Nous mettons le faisceau sur des problèmes réels de droits humains. Nous engageons les discussions avec les autorités concernées qui, à chaque fois, nous surprennent en nous faisant saisir qu'il n'y a pas plus idiot que celui qui ne veut pas comprendre. Les problèmes sont posés, ils sont soulevés, nous enquêtons, nous produisons des rapports qui comportent des recommandations. Nous dénonçons, nous accompagnons les victimes. Nous faisons aussi part aux autorités de ce qu'elles pourraient faire pour résoudre les problèmes en question ou tout au moins atténuer leur impact sur la jouissance des droits violés. Mais nous stagnons car les solutions ne sont tout simplement pas apportées. Un autre défi auquel nous faisons face réside dans le fait que par les autorités de changer souvent en Haïti. Écoutez, les ministres régaliens, par exemple, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ils ne restent pas en poste, ou du moins, ils ne restent en poste que lorsqu'ils sont bien cotés ou lorsqu'ils sont totalement effacés. Et ces changements fréquents au sein des ministères nous font aussi stagner dans un éternel cycle de recommencement. Parce qu'à chaque fois, il faut les rencontrer, leur expliquer les problèmes, etc. Cependant, ne nous leurrons pas. Les autorités acceptent de jouer la carte de l'idiotie pour défendre et protéger leurs propres intérêts, que ce soit des intérêts politiques, électoralistes ou financiers. Et en fait, ce sont des intérêts pour lesquels ces autorités n'hésiteront pas à maintenir le pays dans ce chaos d'impunité et de corruption qui le caractérise. Voilà pourquoi, justement, ces autorités étatiques nous font passer, nous, défenseurs des droits humains, ils nous font passer pour des emmerdeurs, des emmerdeuses. Ces autorités tentent aussi de discréditer notre travail, d'attaquer notre intimité, notre vie privée, surtout nous, les femmes. Ces autorités remettent aussi en question les sources de financement de nos organisations en laissant entendre que nos partenaires financiers pourraient avoir des intérêts inavoués en Haïti, comme si leurs manœuvres et manigances pouvaient effacer les problèmes réels de droits humains constatés et que nous dénonçons. Et croyez-moi, ce comportement de ces autorités vis-à-vis de notre personne, de notre travail, constitue aussi un défi et c'est un défi énorme.
La réalité que nous vivons aujourd'hui en Haïti, c'est que tous les indicateurs de droits humains sont au rouge. Et pour nous, il est clair, pour améliorer cette situation, les autorités étatiques qui ont déjà tout fait pour perdre la confiance de la population haïtienne doivent écouter nos recommandations parce que nos recommandations, généralement, elles sont précises. Et ces autorités doivent aussi trouver avec nous, c'est-à-dire la population, la société civile et de manière plus générale avec l'espace civique haïtien, la meilleure formule qui aidera le pays à sortir de cette crise multidimensionnelle qui le fait. En faisant cela, nous pensons que ces autorités reconnaîtront l'importance de notre travail, donneront suite à nos rapports d'enquête et à nos dénonciations. Elles protégeront nos bureaux, nos installations et nous aideront surtout à préserver les acquis de droits humains. Je vous remercie de votre attention et je reste certainement disponible pour des questions, commentaires, échanges. Merci beaucoup, Rosie. Je pense que ces paroles vont résonner pour beaucoup qui sont ici peut-être défenseurs ou défenseurs des droits humains dans leur contexte. C'est la difficulté qui est de documenter, mais ensuite de se faire entendre par des autorités qui sont prêtes à s'engager sur les recommandations que vous, avec votre organisation, vous pouvez aussi mettre en Haïti. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse. Je vais maintenant me tourner vers Pascal Solage pour une question. La société civile en Haïti, beaucoup le savent et le constatent, est incroyablement résiliente. Mais la question de la solidarité internationale reste clé. Donc, selon vous, quel rôle en fait la communauté internationale et le plaidoyer mondial peut-il jouer dans le renforcement du travail que vous faites, notamment avec votre collectif féministe, et pour assurer la protection en fait des communautés attaquées, et notamment comment les acteurs régionaux et internationaux peuvent-ils apporter un soutien qui est plus efficace et pointer vers des solutions. Et notamment, est-ce qu'on veille à ce que les voix haïtiennes soient au centre de la prise de décision, mais non pas que les décisions soient prises sans le peuple haïtien. Merci Pascal, je vous donne donc la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation, mais merci aussi de cette discussion. Euh, je pense que c'est la première chose à souligner. L'aspect le plus important, c'est que la première responsabilité de la résolution de la crise, de la compréhension de la crise pour commencer, de la résolution de la crise, est d'abord la responsabilité des acteurs locaux, des acteurs nationaux, la société civile, les acteurs politiques, les acteurs économiques, les citoyens de manière globale, les institutions étatiques et toute autre institution qui a comme responsabilité justement d'organiser la vie, d'organiser l'espace haïtien. Donc, nous, en tant qu'organisation féministe, on le rappelle toujours que la première responsabilité aujourd'hui de la crise haïtienne est la responsabilité des Haïtiennes et des Haïtiens. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que on a porté pendant des années le plaidoyer de dire que, voilà, les Haïtiens d'abord, la voix des Haïtiens d'abord, let Haitians decide. Donc, pendant des années, nous avons porté ce plaidoyer parce qu'il est important pour nous. Mais il est aussi crucial de comprendre que la question de la solidarité des acteurs internationaux, des institutions internationales, la solidarité au niveau régional est extrêmement importante parce que Haïti ne fonctionne pas, ne vit pas de manière isolée. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la réflexion sur la résolution de la crise, mais aussi bien avant cela sur la nature de la crise elle-même, la responsabilité n'est pas seulement haïtienne. C'est-à-dire qu'il y a une forte influence, une forte interférence, non seulement sur les décisions qui sont prises, mais aussi sur les institutions haïtiennes qui ont mené à ce que nous vivons aujourd'hui. Et de manière historique, nous avons aussi un parcours avec la communauté internationale, avec les acteurs régionaux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique. D'aussi loin qu'on peut remonter, d'aussi loin qu'on peut se souvenir, il y a toujours eu une grande influence de plusieurs pays sur les actions politiques, les décisions économiques qui ont été prises sur Haïti, qui ont mené justement, par exemple, si je prends un exemple là rapidement, sur la question des forces multinationales, sur la question des forces onusiennes, sur la question des élections, sur la question de la gestion des catastrophes naturelles ou bien des urgences post-catastrophes naturelles. Donc, ça veut dire qu'il y
a toujours eu une présence très marquée des acteurs internationaux, des acteurs régionaux sur Haïti, une influence que souvent nous, en tant qu'Haïtiennes et Haïtiens, nous avons dénoncé souvent comme de l'ingérence. Donc, il faut aussi comprendre que la responsabilité de la situation actuelle, mais de la situation de la crise aussi, est une convergence des actions et des décisions prises au niveau local, bien entendu la première, mais aussi des acteurs internationaux. Mais aussi comprendre qu'à notre niveau en tant qu'organisation féministe, mais de manière globale comme société civile, nous avons aussi adhéré à plusieurs outils, mécanismes qui ne sont pas seulement impliqués au niveau national. C'est-à-dire que nous, par exemple, en tant que féministes haïtiennes, en tant qu'organisation féministe, en tant que société civile haïtienne, nous avons signé, nous avons adhéré à beaucoup de mécanismes, beaucoup d'outils au niveau international qui influent sur ce que nous faisons en tant que travail aujourd'hui, mais qui influent aussi sur notre corps légal et sur tout ce que nous avons comme justificatif qui organise la vie en Haïti. Donc, tout cela implique que nous avons de fortes relations et aussi beaucoup d'interférences au niveau national. Aujourd'hui, si je prends un exemple simple sur la question des security policy, par exemple en Haïti. Aujourd'hui, nous avons une force multinationale menée par le Kenya, mais c'est une décision qui a été prise presque intégralement par des acteurs internationaux. C'est-à-dire sur la question des politiques de sécurité sur Haïti, d'aussi longtemps qu'on se souvienne, que ce soit par rapport à la MINUSTA, que ce soit par rapport à d'autres formes onusiennes, que ce soit par rapport à la police nationale haïtienne, que ce soit par rapport à la question des élections, il y a toujours eu une très forte influence des acteurs internationaux. Donc, pour cela, il est important que nous, en tant que société civile, mais aussi en tant qu'organisation féministe, nous arrivions à mobiliser ces acteurs dans le sens et dans l'intérêt de ce que nous voulons voir comme résultat dans notre pays. C'est pour ça que nous sommes dans les espaces globaux, c'est pour ça que nous sommes dans les espaces internationaux pour faire plaidoyer, pour porter notre discours, pour porter aussi notre propre narratif. Parce qu'au-delà des décisions, il y a aussi ce rôle d'apporter notre narratif avec notre propre voix. Aujourd'hui, si la question des violences faites aux femmes haïtiennes est au centre des débats sur la question de la crise haïtienne, c'est parce qu'il y a un travail colossal qui a été fait par les organisations féministes pour visibiliser les réalités des femmes haïtiennes au centre de la crise. Oui, il y a les gangs, oui, il y a la crise politique, oui, il y a la crise économique, oui, il y a la crise sociale, mais les impacts spécifiques de cette crise sur les femmes, elle est primordiale et doit être analyser de manière spécifique pour pouvoir trouver des solutions qui soient adaptées aux réalités des femmes haïtiennes. Et pour cela, nous avons besoin des soutiens internationaux et régionaux. Aujourd'hui, au niveau de la Caraïbe et de l'Amérique latine, les organisations féministes haïtiennes essaient de mobiliser toutes les structures qui peuvent aider pour pouvoir porter le plaidoyer que nous avons sur la question des violences que les femmes subissent, notamment par rapport à la question de la sécurité. Nous avons le réseau binational qui est mené par des organisations dominicaines et des organisations haïtiennes entre la République pour pouvoir avoir cette conversation, ce dialogue politique entre la République dominicaine et Haïti, parce que c'est quand même une énorme crise qui existe entre deux pays qui partagent la même île. Mais au-delà de cela, le Venezuela, Cuba, d'autres pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe, la Barbade, par exemple, sont des acteurs clés pour nous en tant qu'organisation féministe avec qui nous devons être en conversation pour influencer ce que nous voulons voir en Haïti. La CARICOM a joué un grand rôle dans la question de la force multinationale. Donc, il est important pour nous d'être en conversation avec des pays qui sont extrêmement influents au niveau de la CARICOM pour pouvoir apporter des solutions, les solutions que nous voulons voir en tant que féministes haïtiennes. Neges Mahon était au niveau du Conseil de sécurité. RIFCAD est au niveau, avec Nadine, est en conversation avec des organisations au niveau international. RNDDH produit les rapports et va faire plaidoyer avec les chiffres, les données qu'il produit sur les questions des massacres, les questions de la sécurité. Donc, il est extrêmement important de mobiliser les ressources, de mobiliser l'aide internationale, surtout dans le contexte global que nous vivons aujourd'hui, aux États-Unis, mais pas seulement, mais aussi au niveau de l'Europe. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que malheureusement, Haïti est très dépendante de l'aide internationale aujourd'hui. C'est une réalité. Nous voulons que ça change, nous travaillons pour que cela change, mais la réalité est ce qu'elle est. Aujourd'hui, avec
la coupure des fonds USAID, par exemple, c'est beaucoup de populations en Haïti qui sont en crise. La question des personnes qui ont accès aux programmes et aux médicaments pour le VIH, la communauté LGBTQI, les fonds disponibles sur la question des VBG et beaucoup d'autres aspects qui sont importants qui recevaient de l'aide, que ce soit à travers les fonds USAID ou bien d'autres fonds connexes USAID. Donc aujourd'hui, il est important de comprendre que même si la résolution de la crise haïtienne passe avant tout par la résolution de la crise au niveau des institutions haïtiennes, par la question du renforcement de la société civile, par le fait d'écouter en premier lieu la voix des Haïtiennes et des Haïtiens, il est extrêmement important de comprendre qu'aujourd'hui, mobiliser les acteurs globaux sur ce qui se passe sur Haïti, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a de la crise partout, que ce soit en Palestine, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Soudan, que ce soit au Congo. Donc, Haïti doit arriver à visibiliser sa crise pour avoir sa place dans les discussions globales et internationales. Et nous, en tant que féministes, moi, j'aime beaucoup Jordan qui a dit que nous sommes tout ce que nous avons, nous sommes tout ce que nous attendons. Donc aujourd'hui, les femmes haïtiennes, les féministes haïtiennes, nos premiers alliés sont les femmes et les féministes au niveau régional et au niveau international. Signez les lettres, signez, comme vous l'avez dit, par exemple, les lettres internationales que nous publions pour demander le support d'autres organisations féministes, être dans les espaces globaux pour pouvoir être en discussion, sont extrêmement importants parce que la résolution de la crise haïtienne, mais principalement l'aspect qui touche les filles et les femmes haïtiennes, passe avant tout par la question de la sororité internationale, mais aussi par la question de la solidarité, que ce soit au niveau régional ou bien au niveau international. Merci Pascal. Et en effet, c'est hyper important de mettre en parallèle l'aspect, on va dire, négatif du côté ingérence quand les acteurs internationaux s'impliquent sans laisser la voix des populations se faire entendre et les demandes des populations. Et de l'autre côté, sur cette même pièce, la question de la solidarité qui peut passer entre des luttes communes, entre des destins communs, notamment dans la région des Caraïbes et avec d'autres pays d'Amérique latine. Et c'est important de montrer que voilà, ces deux aspects-là font partie intégrante de votre travail en tant que collectif féministe avec d'autres pour essayer de faire entendre les demandes et de mettre Haïti au centre. Donc vraiment, merci pour ces interventions. On devait entendre Nadine, et je pense qu'il y a un petit problème technique. Donc je vais me tourner vers Rosie. Si Rosie, vous voulez réagir un peu à ce qui vient d'être dit par Pascal ou ajouter quelque chose avant qu'on passe à la session de de questions et réponses, pas Q&A, désolé pour le franglais. Donc, Rosie, je vous passe la parole pour quelques minutes, hein, on n'a pas non plus, mais voilà. Bon, écoutez, je pense que Pascal a été correct, effectivement, parce que c'est vrai que ici en Haïti, nous avons plusieurs personnes, plusieurs membres d'organisations et même plusieurs membres de la population qui pensent que on pourrait se tourner tout simplement vers la communauté internationale, vers, pourquoi pas la communauté régionale pour venir, nous venir en aide. Et par rapport aux difficultés, par rapport aux problèmes que nous vivons ici en Haïti, mais c'est vrai qu'avant tout, il faut reconnaître que nous sommes dans cette situation parce que les autorités éthiques haïtiennes ont choisi de nous mettre dans cette situation. Et sur ce point, justement, ce que je voudrais souligner, peut-être surtout en écho à ce que Pascal vient de dire, c'est que tout au cours des années qui ont précédé ce chaos que nous vivons aujourd'hui, nous n'avons jamais cessé de leur faire des recommandations, de poser le diagnostic des différents problèmes et de leur dire, bon, écoutez, voilà ce que vous pourriez faire justement pour éviter l'aggravation de la situation. Mais puisque nous n'avons jamais été écoutés, nous ne sommes pas écoutés au niveau de la société civile parce que de manière générale, les autorités, elles préfèrent effectivement nous rencontrer. Souvent, elles nous demandent de nous prendre en photo, de nous prendre en photo avec elles pour voilà, laisser faire comprendre à la population que oui, elles sont en contact avec nous, mais elles ne prennent pas en compte ce que nous disons. Et aujourd'hui, il est clair aussi que la situation des femmes et des filles en Haïti, c'est une situation qui est très compliquée. D'ailleurs, à un certain moment, il faudra le dire, il est dangereux d'être une femme, d'être une fille en Haïti. Parce que, écoutez, je vous donne un exemple. Et nous avons été amenés au RNDDH à travailler sur la situation des femmes et des filles victimes de viols collectifs dans le contexte des massacres et des attaques armées. Parce qu'en fait, au départ, ce n'était pas un champ dans lequel nous travaillions spécifiquement.
Cependant, en menant les enquêtes, naturellement, on ne pouvait pas fermer les yeux sur cette problématique. Mais lors d'une étude que nous avons menée au début de l'année 2000, à la fin de l'année 2023, mais dont les résultats ont été publiés au début de l'année 2024, nous avons appris qu'en réalité, les femmes, par exemple, qui vivent dans les quartiers contrôlés par les bandits armés, ainsi que les filles, sont toujours sujettes, exposées aux viols, aux violences sexuelles et aux violences sexistes. Ce que nous avons compris, c'est que, par exemple, lorsque un gang armé attaque un fief, le fief de notre gang, les soldats du gang agresseur vont violer les femmes et les filles pour atteindre les chefs de fief. Mais lorsque dans ces quartiers, ils sont en situation de paix, entre guillemets, donc il n'y a pas d'attaque, les femmes et les filles sont encore une fois violées à ce moment par les soldats du chef de gang, du fief. Donc tout ça pour dire que oui, nous sommes dans une situation où la crise, elle est multidimensionnelle, elle est sécuritaire, elle est tout ce que nous voyons, social, elle est économique, mais à l'intérieur même, il y a la situation des femmes et de manière plus générale, la situation des personnes vulnérables, parce que oui, on ne parle peut-être pas souvent, pas assez de la situation des personnes qui ont une certaine déficience, qu'elles soient motrices, qu'elles soient sensorielles ou même cognitives, parce que nous le vivons depuis longtemps, eh bien, nous pouvons dire que malheureusement, lorsqu'on est dans ces situations de violation massive des droits humains, les populations vulnérables sont le plus exposées, les catégories vulnérabilisées d'ailleurs sont le plus exposées, et parmi les membres de ces catégories vulnérabilisées se retrouvent les femmes et les filles. Et aujourd'hui, c'est un point très important pour poser le diagnostic de la problématique en Haïti. Merci beaucoup, Rosie. Et j'en profite maintenant qu'on a encore un peu de temps, Pascal, pour aussi vous demander si vous voulez réagir à cette question-là en tant que cofondatrice d'un collectif féministe. Je pense que c'est sûrement un sujet sur lequel vous avez une expertise. Oui, oui, absolument. Et je voulais juste par rapport à ce que je disais avant, parce qu'il y a un exemple qui m'est venu juste après en entendant Rosie parler, c'est que par exemple sur la question de la solidarité, de la mobilisation de la solidarité internationale, quand la transition politique a commencé en Haïti, des organisations féministes et des organisations de droits humains se sont mis ensemble pour travailler sur un policy framework, un feminist policy framework pour cette transition pour justement faire des recommandations, comme Rosie l'a dit, parce que nous, ce que nous nous disons en tant que collectif féministe, c'est que nous sommes là effectivement pour faire le travail au niveau communautaire, pour faire les questions de dénonciation, pour pousser des agendas politiques. Et une partie de notre travail aussi, c'est de faire des recommandations, des propositions aux acteurs qui influencent et qui organisent un petit peu la vie des femmes et des filles haïtiennes. Donc, nous avons fait ce document, le Feminist Policy Framework, qui a été endossé par plus de 180 organisations en Haïti et à l'étranger. Donc, c'était une mobilisation massive d'organisations de la société civile haïtienne, mais aussi au niveau régional et international, pour dire, OK, voilà, la crise haïtienne aujourd'hui, nous avons une transition politique après l'assassinat d'un président. Voilà les recommandations pour aborder cette transition politique par rapport aux besoins et aux réalités des femmes et des filles haïtiennes. Donc, ça veut dire que c'était des recommandations qui étaient faites à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau sécurité, au niveau social, sur les questions de violence, etc., pour pouvoir dire, voilà ce que vous pouvez faire pendant cette transition pour pouvoir améliorer les conditions de vie des femmes et des filles. Ce sont des recommandations qui n'ont jamais été prises en compte. Nous avons aussi fait des recommandations sur la question de la force multinationale. Nous avons fait des recommandations au Conseil de sécurité. Nous avons fait des recommandations au niveau de plusieurs plateformes globales. Donc, ça veut dire que au-delà du travail de monitorer, au-delà du travail de documenter ce qui se passe avec les populations avec lesquelles nous travaillons, nous faisons aussi le travail de nous dire que nous participons à la résolution de cette crise. Et cette perspective, elle n'est pas seulement avec les féministes haïtiennes, elle est aussi avec des féministes qui nous sont solidaires et des féministes qui elles-mêmes aussi ont des crises dans leur propre pays, qui ont des expériences qui peuvent nous servir, mais qui ont aussi cette forme de sororité par rapport au fait que nous
nos oppressions, voilà, elles sont liées, quoi. C'est-à-dire, nous sommes des femmes noires, nous sommes des femmes qui viennent de pays pauvres, voilà. C'est-à-dire, nous avons des formes d'identité qui font que nos oppressions, elles sont connectées. Mais malheureusement, les réponses ne sont pas, ou sont très rarement proportionnelles par rapport au travail que nous faisons en termes de propositions et de recommandations. Et effectivement, comme Rosie l'a dit, beaucoup d'autres groupes extrêmement vulnérabilisés sont extrêmement invisibilisés dans la crise aujourd'hui. C'est-à-dire que nous travaillons avec des femmes et des filles, mais nous avons des femmes et des filles qui sont de loin beaucoup plus vulnérables que d'autres, que ce soit des femmes et filles qui vivent avec un handicap, que ce soit des femmes et des filles qui vivent dans des régions éloignées, que ce soit aujourd'hui des femmes et des filles qui sont déplacées, que ce soit des femmes et des filles qui sont dans le milieu carcéral. Et les organisations féministes haïtiennes n'ont pas nécessairement les ressources et parfois même l'expertise pour pouvoir répondre à ces urgences. Je vais donner un exemple simple. Neges Marron travaille depuis 2017 avec des femmes survivantes de violences. Nous travaillons dans les VBG. Mais à partir de 2022, quand nous avons commencé à recevoir des femmes qui étaient des femmes victimes de viols collectifs perpétrés par des gangs armés, c'est une réalité que nous n'avons jamais connue en tant qu'organisation féministe. Nous recevions des femmes qui venaient, qui étaient victimes de violences conjugales, des femmes qui étaient victimes de viols dans des milieux différents, mais les viols collectifs qui étaient perpétrés par les gangs avaient un aspect extrêmement différent par rapport au travail que nous faisions. C'est-à-dire c'était fait dans un espace de conflit, c'était fait souvent dans des espaces de massacre. C'est-à-dire qu'il y avait des facteurs et des éléments que notre expertise en tant que féministes qui n'avions jamais travaillé dans des espaces de conflit, parce que nous sommes quand même une organisation très jeune, nous avons dû très rapidement nous mettre avec d'autres organisations féministes d'autres pays pour pouvoir dire, OK, comment nous pouvons faire? Nous avons parlé avec des femmes au Congo, nous avons parlé avec des femmes au Rwanda, nous avons parlé avec des féministes un peu partout dans le monde et nous avons aussi parlé avec des féministes qui ont vécu des périodes de dictature, comme des femmes qui viennent de SOFA, de CAIFOM, qui font un travail extraordinaire, pour nous dire comment nous voulons aborder ce nouvel aspect dans notre travail. Et ça a coûté de l'argent. Ça a demandé du temps. Ça a demandé des formations. À un moment, nous étions une organisation féministe ouverte où tout le monde pouvait venir. À un moment, nous avons dû embaucher 3 agents de sécurité parce que des gangs armés pensaient que nous collections des informations pour donner à la police de leurs activités. Donc, ça devenait totalement différent de ce que nous faisions. Et cette solidarité internationale, justement, nous a permis de mobiliser les expertises et les expériences d'autres femmes, d'autres organisations qui étaient déjà plus expérimentées dans des espaces de conflit pour nous dire comment avancer. Rosie a été extraordinaire dans la façon de dire à Neges Marron, voilà comment vous pouvez aborder l'aspect légal dans cet aspect parce que RNDDH était déjà plus expérimenté. Donc, ça veut dire que pour revenir sur la question, parce que c'était un petit peu comment mobiliser cette solidarité, elle n'est pas seulement financière. Cette solidarité, elle n'est pas seulement donner-nous de l'argent, c'est aussi être là. Par exemple, moi, mon expérience personnelle, quand j'ai dû fuir Haïti, ce sont des féministes américaines noires qui m'ont accueillie aux États-Unis quand je suis arrivée sans rien. Ces femmes m'ont sauvé la vie. Et des femmes en République dominicaine ont accueilli des membres de Neges Marron qui avaient dû fuir en République dominicaine. Donc, ça veut dire que cette solidarité, elle s'exprime de tellement de manières et en fait, c'est un outil de survie. Dans les contextes de crise que nous vivons, nous ne pouvons pas survivre sans cela et nous continuons à la mobiliser au fur et à mesure autant que nous pouvons. Merci, un grand merci Pascal pour ces paroles qui sont quand même fortes, en fait, de rappeler concrètement ce que c'est de devoir adapter votre action à un contexte qui change, qui devient difficile, de plus en plus difficile, avec des enjeux différents pour les femmes et filles haïtiennes, mais également comment mobiliser cette solidarité concrètement sur des personnes qui vivent des oppressions communes, malheureusement, des choses qui ne sont pas propres à Haïti, mais qu'on retrouve dans plusieurs pays. Et en parlant de solidarité, déjà, je veux vous remercier pour vos interventions et puis vos réactions à chacune sur ce que vous venez de partager avec nous. C'était passionnant. Et on peut passer maintenant aux questions du public. Donc, comme je vous rappelais, vous pouvez les mettre dans le, l'icône questions-réponses sur Zoom. Et je vais commencer par une question qu'on a reçue par rapport au rôle que peuvent prendre les leaders CARICOM, justement. Pascal, vous mentionniez CARICOM en tant que solidarité avec Haïti. Parce que est-ce que ce qu'on voit avec CARICOM, c'est la question qui est posée, est-ce que c'est une action réelle ou est-ce que c'est juste des mots? Et quelles étapes concrètes, en fait, peuvent prendre les gouvernements de la région des Caraïbes pour réellement soutenir le peuple haïtien pendant cette crise. Donc, je ne sais pas si Rosie ou Pascal, si vous voulez répondre à cette question. Bon, Je bah, laisse Pascal. Et puis Rosie là, commencer. OK.
Il y en a d'autres des questions. Les gens sont très intéressés de vous entendre. Donc, on va faire bref pour chacune question. Merci D'accord, à d'accord. vous, Rosie. Oui, bon, je vais commencer hein, parce que déjà, en termes de mise en contexte, permettez quand même que je vous dise que nous, s'il y a une certitude que nous avons, c'est que la crise en Haïti, elle est compliquée. Et peut-être aussi que jusqu'à présent, la CARICOM, qui au début a peut-être été de bonne foi, peut-être qu'elle n'a pas compris tous les aspects de ce niveau de complication de la crise en Haïti. Ce qui fait que oui, il y a eu des discussions et oui, même si le Conseil présidentiel de transition que nous avons aujourd'hui n'est pas une création totale de la CARICOM, mais en fait, la CARICOM a vraiment participé à sa mise en place. Aujourd'hui, au vu des résultats totalement absents, exécrables du Conseil présidentiel de transition, nous pensons que euh, nous aurons toujours besoin de n'importe quelle forme d'appui. Cependant, la CARICOM ne peut pas revenir avec la même stratégie, les mêmes propositions que celle qui est aujourd'hui là et qui ne donne pas de résultat du tout. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, écoutez, c'est que, et Pascal tout à l'heure l'a mentionné, à un certain moment, nous avons été plusieurs à nous mettre ensemble et à dire que la solution, elle doit venir de nous. Et nous continuons de le croire. Et à ce moment-là, ce que nous voulons surtout faire comprendre, c'est qu'en fait, quand nous parlons de cette solution qui doit venir de nous, ce n'est pas qu'il y ait des personnes ou des personnalités d'autres pays, par exemple, qui choisissent quelques aspects de nos propositions et de laisser le contexte global, tout le paquet que nous proposons. Parce que oui, à un certain moment, ça va donner l'impression que la société civile, elle a été entendue, alors qu'en fait, elle n'a été que très partiellement entendue. Et donc, le petit aspect qui aura été pris dans toute la proposition qui a été faite, eh ben, n'aura pas eu de résultat probant, de résultats tangibles sur la situation globale. Mais écoutez, il n'y a pas d'autre manière de le dire. La CARICOM, j'estime avoir peut-être été de bonne foi au début, hein. Mais aujourd'hui, il faut avoir la tête sur les épaules et reconnaître que la proposition n'a pas donné de résultat. Le Conseil présidentiel de transition, c'est un système, c'est une structure qui est corrompue. C'est une structure qui, jusqu'à présent, qui est à la fin d'ailleurs de son mandat, n'a pas pu tenir parole. Les membres de ce conseil n'ont pas tenu leur promesse de rétablir la sécurité, de jouer le jeu de la transparence, de mettre sur les rails les procès Petro-Caribé et massacre de la Saline, de s'engager à lutter contre la corruption, des promesses qui ont été claires et qui venaient de la société civile, qu'ils ont eu l'audace de mettre dans leur accord en sachant pertinemment qu'ils n'allaient jamais respecter ces promesses. Donc, vous savez, la dernière chose que je dirais avant de passer la parole à Pascal sur ce point, la, la seule chose positive que l'on peut retirer de cette structure, et donc la seule raison pour laquelle on devrait pouvoir remercier la CARICOM, c'est de nous avoir permis de ne pas perdre de temps avec ces politiciens. Ils viennent de secteurs différents. S'ils n'avaient été que seuls au pouvoir, on serait resté dans l'illusion que si ça avait été l'autre, il aurait fait mieux. Donc, la seule chose positive pour nous aujourd'hui, c'est qu'à eux neuf, ils nous ont pondu ce qu'ils ont pondu comme résultat. Donc, aujourd'hui, c'est encore une fois à nous, de la société civile, à nous, au niveau de l'espace civique haïtien, donc pas seulement les organisations de promotion et de défense des droits humains, les organisations féministes, c'est à nous de nous organiser avec ceux et celles qui sont de bonne foi, justement, pour trouver une solution à la crise que nous vivons. Merci beaucoup, Rosie. Pascal, j'aurais une autre question du public à vous adresser si vous voulez bien. On nous demande aussi quelles sont les attaques et les barrières que les défenseurs et défenseuses des droits humains qui sont en première ligne sur les violences faites aux femmes et aux filles, lesquelles rencontrez-vous en fait en termes d'attaques et de barrières et qu'est-ce qui peut être fait par les autorités nationales, par les acteurs économiques, les Nations Unies ou bien la communauté internationale pour aider face à ces attaques et ces barrières que vous rencontrez, si c'est possible, Pascal. On aura une autre question à la suite. Merci.
OK. La première chose que nous considérons comme organisation féministe, c'est-à-dire que une organisation féministe politique, c'est que la question de la résolution des questions de violence liées au genre, de violence que les femmes et les filles subissent en Haïti, et principalement aujourd'hui la question des violences qui est liée à la sécurité, est d'abord une affaire politique. Il faut une volonté politique pour pouvoir résoudre la question. Et elle remonte à une question de gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une équipe dans les espaces de pouvoir politique qui ait un plan, qui accepte de mobiliser les ressources, qui accepte de mettre en marche les institutions, qui accepte de mobiliser les alliés, les acteurs au niveau national, régional et international pour la résolution des différents éléments qui créent les facteurs propices aux violences faites aux femmes et ensuite de mettre en œuvre les actions qui vont résoudre les questions des violences faites aux femmes. S'il n'y a pas une question de volonté politique, si au niveau du plan de gouvernance, la question n'est pas abordée comme telle, on n'aura jamais la résolution des questions des violences faites aux femmes parce que les organisations de la société civile ne peuvent pas résoudre la question des violences. Nous pouvons y répondre, nous pouvons essayer de les prévenir. Nous pouvons, dans un certain pourcentage, même éviter que ça arrive. Mais à la fin de la journée, il faut tout un corps politique, tout un mouvement politique et un mouvement et une réponse de gouvernance pour pouvoir adresser les questions des violences faites aux femmes et aux filles, spécialement dans ce contexte de crise. Aujourd'hui, nous avons plus de 1,3 million de personnes déplacées dans le pays et plus de la majorité sont des femmes et des filles. Il n'y a pas d'organisation féministe qui ait assez de ressources pour pouvoir accompagner plus de 500 000 femmes et filles déplacées qui sont vulnérabilisées et encore plus exposées aux violences faites aux femmes. Il faut un plan du gouvernement pour aborder la question des gangs, la question du contrôle des territoires, la question des violences sexuelles dans les situations de conflit, la question des camps de déplacés. Aujourd'hui, on reçoit des femmes, Negesma, on reçoit des femmes dans son centre d'hébergement dans l'Ouest qui viennent du département du centre, c'est-à-dire qui viennent de Mirebalais, de Hinche, de Sodo, qui traversent tout un département pour trouver refuge dans un autre département parce qu'il n'y a pas moyen de les protéger et de les héberger dans le département du centre. Nous avons un centre qui peut recevoir 30 femmes. C'est-à-dire, on a plus de 1,3 million de personnes déplacées. C'est-à-dire, au-delà des ressources, on peut avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire, la communauté internationale peut venir et dire on va mettre 100 millions de dollars pour résoudre la question des violences faites aux femmes. Tant qu'il n'y a pas une concertation des différents acteurs qui disent, que ce soit le ministère à la condition féminine, que ce soit la primature, que ce soit ce conseil présidentiel, tout était là dans le policy framework pour dire voilà comment vous pouvez mettre en place une réponse efficace et effective sur les questions de la protection des femmes et des filles en Haïti. Voilà comment les acteurs internationaux peuvent supporter. Voilà comment les acteurs internationaux peuvent ne pas interférer. Voilà comment vous pouvez respecter l'expertise et les voix locales des organisations qui sont sur le terrain. Tout a été dit, les recommandations ont été faites, les mécanismes ont été proposés. Donc, on rappelle toujours que la question de la crise haïtienne n'est pas une question de crise technique, c'est une question de crise de gouvernance. Aujourd'hui, on a envoyé des soldats kenyans, on pense à envoyer plus de 5 000 soldats. Ça veut dire que toujours cet aspect de se dire quel est le plan de gouvernance pour que cela marche. Donc, c'est pour ça que nous, c'est un grand risque comme organisation politique féministe d'aller dans les espaces globaux, de dénoncer ce qui ne marche pas, mais nous n'avons pas le choix parce que nous savons qu'au-delà de nos propres actions, en tant que société civile, au-delà de notre plaidoyer en tant que société civile, nous devons pouvoir influencer les acteurs politiques, économiques, internationaux et régionaux pour pouvoir avoir des plans qui marchent, des ressources qui sont mobilisées et une volonté politique qui puisse se traduire à travers des actions concrètes pour changer les réalités des femmes et des filles haïtiennes. Donc, ça a été notre plaidoyer depuis des décennies, que ce soit après le tremblement de terre, que ce soit après les périodes de coup d'État, que ce soit après la période de la dictature. Ça a été notre plaidoyer pendant la gouvernance du groupement PHTK et aujourd'hui avec ce que nous avons comme transition politique. Et cela ne va pas changer parce que c'est une volonté politique uniquement qui pourra changer en profondeur et concrètement les réalités, pas seulement des femmes et des filles, mais la réalité des Haïtiens et Haïtiennes qui vivent, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur. Merci beaucoup, Pascal. Et c'est un bon rappel. On a aussi des questions sur la question du budget de la sécurité qui peut augmenter ou des contributions financières internationales
mais tout ça sans une volonté politique et sans des actions politiques, c'est encore une fois des lettres faites sans impact pour les communautés. Et il y a une question très précise aussi, peut-être la dernière pour ce soir, enfin pour aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je dis ce soir. De nombreux défenseurs et défenseuses des droits humains ont pu trouver un refuge temporaire aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact des récents reculs justement aux États-Unis en matière de protection des migrants sur les défenseurs et défenseuses des droits humains en Haïti qui s'y sont, qui ont trouvé un refuge temporaire? Rosie ou Pascal, au choix. Vas-y, vas-y, j'ajouterai ici. Ah ben, écoutez, les impacts pour nous, ils sont énormes, hein, les impacts sur la situation des défenseurs qui se sont et qui ont trouvé refuge, ne serait-ce que temporairement au niveau des États-Unis. Les impacts sont énormes. Déjà parce qu'il y a cette incertitude pour ceux et celles qui ont quand même peut-être pu avoir un certain statut. Et, et encore pire parce que ce sont des personnes qui ne peuvent plus, en raison de leurs activités, être en Haïti, mais qui n'ont plus cette protection qu'elles ont sollicitée pour pouvoir protéger leur vie. Donc, c'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Et naturellement, et nous aussi qui sommes ici en Haïti, nous recevons cela comme, oui, cette peur-là grandissante, qu'à n'importe quel moment, ce sont des personnes qui peuvent être refoulées en Haïti. Mais vous savez, au-delà des défenseurs et des militants, militantes de droits humains, des militantes, militants féministes, il y a aussi toute cette population d'Haïti qui je parle de tous ceux et de toutes celles qui ont perdu leur maison, dont des membres de leur famille ont été tués, violés en leur présence, qui ont tout perdu, qui ont été décapitalisés et qui ont trouvé refuge aux États-Unis et aujourd'hui qui sont dans cette situation de certitude parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ne savent tout simplement pas ce qu'elles peuvent faire. Il y a aussi, j'ai vu rapidement, naturellement, je vais donner la parole à Pascal pour continuer peut-être sur ce point, mais je voulais quand même revenir et sur certaines questions qui ont été posées au niveau du chat. Et écoutez, nous ne sommes pas venus, moi personnellement, je ne suis pas venue aujourd'hui avec des statistiques précises sur la situation en Haïti, mais laissez-moi vous dire que chaque jour, au moins, il y a 30 personnes, en moyenne, 30 personnes victimes d'une violation ou de n'importe quel type de violation. C'est-à-dire, dans ces 30 personnes, des personnes qui seront tuées, d'autres qui seront victimes de viols collectifs, des personnes qui ont été blessées par balles, etc. Donc, voilà ce que nous recevons de manière générale comme information, allons dire, dans nos statistiques, dans nos bases de données. Donc, au moins 30 personnes victimes par jour en moyenne. Donc, je pense que, et ça vous donne une idée de ce que c'est que de vivre aujourd'hui en Haïti, particulièrement dans le département de l'Ouest, à Port-au-Prince. 84% de la population carcérale est en attente de jugement, ce qui prouve aussi que l'appareil judiciaire haïtien ne fait rien. C'est un appareil judiciaire qui est totalement inerte et ça répond aussi à la question qui a été posée concernant le comportement du ministre de la Justice. Oui, l'actuel ministre de la Justice souligne, et dès qu'il a cette possibilité qu'il est détenteur de doctorat en droits humains, il a aussi une organisation de promotion et de défense des droits humains, surtout de promotion, de ce que nous avons compris au RNDDH, mais dans ses interventions, ou même dans ses actions, on ne voit pas passer cette sensibilité pour la question des droits humains, malheureusement, jusqu'à présent. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et Pascal, c'est à toi maintenant. Euh, je voudrais quand même, par rapport à ce que Rosie vient de dire, rappeler qu'il y a quelques jours, euh, des enfants ont été tués par un drone et que jusqu'à présent, on n'a aucune explication. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vivent chez eux, dans leur quartier, et un drone est tombé, des personnes ont été tuées et personne ne dit rien. Il n'y a aucune explication. En Tous fait, les jours, on se retrouve. Oui, les voilà. autorités ne disent rien. Et là, voilà, n'ont rien dit. On se retrouve tous les jours avec des populations. Je pense que, Rosie, tu me diras si je me trompe, mais ça fait pas 3 semaines qu'on a eu un massacre. Pas dans le département de l'Ouest, mais on a eu un massacre il y a quelques semaines. Toujours rien. C'est-à-dire que
Les organisations qui reçoivent des personnes, des communautés qui recherchent de l'aide, Rosie a parlé de 30 personnes par jour. Neges Mahon reçoit au moins 20 femmes par jour qui viennent demander de l'aide. Que ce soit des femmes qui sont des femmes déplacées, que ce soit des femmes qui sont tout simplement des femmes qui sont des survivantes de violences. C'est-à-dire que aujourd'hui, les organisations fonctionnent au-delà des capacités de ce que nous pouvons faire comme travail. Parfois, Neges Mahon appelle RNDDH à l'aide. Combien de fois je suis obligée d'appeler Rosie pour dire à Rosie, je ne peux pas, est-ce que je peux t'envoyer telle quantité de personnes? Parfois, j'appelle Nadine qui n'est pas là malheureusement et qui fait un travail magnifique à Carrefour. L'organisation de Nadine est basée à Carrefour. Notre centre d'hébergement travaille avec son organisation et parfois, on n'arrive même pas à traverser pour pouvoir aller travailler. C'est-à-dire qu'on est obligé de développer des formes de mécanismes de collaboration entre les organisations parce qu'il n'y a aucune organisation féministe ou de droits humains aujourd'hui qui a la capacité de répondre aux besoins des populations qui sont touchées par la crise aujourd'hui. Et que malheureusement, ces organisations sont pour la plupart du temps celles qui remplacent les institutions étatiques qui devraient avoir un ensemble de responsabilités par rapport à ces populations. Et aujourd'hui, quand on parle de populations migrantes, par exemple, pour revenir à ta question, Rim, c'est quand même des milliers de personnes qui ont laissé le pays, mais qui supportent encore des personnes qui vivent en Haïti. Donc, ces impacts pour ces personnes qui vivent, que ce soit aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, aujourd'hui ont un impact direct sur des personnes qui comptent sur le support euh, de ces personnes-là qui vivent à l'étranger et notamment aux États-Unis. On a parlé de la CARICOM tout à l'heure par rapport au fait est-ce que c'est un support réel ou bien est-ce que je ne vais pas prendre l'aspect politique, je pense que Rosie a vraiment en a parlé ouvertement. Mais par exemple, aujourd'hui, parlons de la question de la libre circulation des Haïtiens aujourd'hui dans l'espace CARICOM. On se retrouve il y a 2 jours avec le Panama qui dit on ne fait pas de vol d'Haïti vers notre pays. Tous les pays qui ont fermé leurs portes aux Haïtiens, les pays où on ne peut même pas appliquer pour un visa. Je ne parle même pas de la République dominicaine avec qui on partage la même île et on ne peut, il n'y a pas de, il y a aucune relation diplomatique, il y a aucun moyen formel de voyager d'Haïti vers la République dominicaine. Euh, et au-delà de cela, toutes les violences, on a vu un petit peu tout ce qui se passe en République dominicaine avec les femmes enceintes, les viols, etc. C'est-à-dire, je pense que tu as utilisé un mot extrêmement important tout à l'heure, Rim, sur la question de ce que ça veut réellement dire, la question de la solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même la CARICOM qui décide sur les questions essentielles de ce qui se passe en Haïti, mais comment se traduit réellement le support de la CARICOM envers Haïti, au-delà de prendre des décisions et de définir Haïti comme une menace pour la région. C'est quand même des pays qui ont un parcours historique avec Haïti. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux sur les aspects de la crise, mais la solidarité, elle s'exprime aussi au niveau de quels mots nous mettons sur nos réalités et sur nos collaborations. Comment je suis reçue aujourd'hui dans certains pays de la Caraïbe qui sont des pays qui appartiennent à la CARICOM. Comment ça se passe dans les espaces globaux quand plusieurs acteurs de la CARICOM sont là? Comment sont écoutées les voix des Haïtiens dans leur diversité dans l'espace de la CARICOM? Donc, ça veut dire que c'est un travail exténuant que les organisations de la société civile sont obligées de faire parce que nous sommes obligés d'être là en réponse à la crise, en prévention à la crise, sur le terrain pour accompagner les communautés, mais aussi le travail de dénonciation, le travail de plaidoyer, le travail de proposition. Aujourd'hui, je sais que c'est peut-être pas assez un sujet, mais la question de la santé mentale des personnes qui font ce travail. Le nombre de fois où j'écris à Rosie pour lui dire, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es bien rentré hier soir? Est-ce que tu as été bloqué au bureau? Est-ce que tu as pu rejoindre ta maison? Le nombre de fois où j'appelle Vélina, le nombre de fois pour voir comment ça va mentalement, comment on survit à tout ça en faisant ce travail au quotidien. Parce que nous aussi, nous sommes victimes. J'ai une bonne partie de mon staff qui sont des personnes déplacées à Negues-Marron, des femmes et des femmes qui travaillent avec des survivantes de violences, qui, avec des femmes déplacées, qui sont elles-mêmes des personnes déplacées parce qu'elles ont dû fuir leur communauté, mais qui sont là au quotidien à aider
les personnes qui vivent les mêmes réalités qu'elles. Donc, je pense aussi que c'est un aspect qui n'est pas assez pris en compte, c'est la question de comment les personnes qui travaillent dans l'accompagnement des populations, comment nous gérons émotionnellement et mentalement et comment nous sommes aussi victimes dans le travail que nous faisons. Et je pense aussi que ça doit être extrêmement adressé dans la question au niveau politique, mais aussi aux questions, au niveau de la solidarité que nous faisons avec les personnes travaillant sur les questions des droits humains. Merci, Merci. Pascal. Merci Merci. Pascal. En effet, je pense qu'on ne peut pas conclure d'une plus belle façon qu'avec vos mots, Pascal. Un énorme merci, Rosier et Pascal, pour vos interventions, pour vos échanges, pour le niveau de contenu et de connaissances que vous avez partagé avec nous, mais aussi des messages d'espoir et d'appel à la solidarité. Je veux aussi mentionner Nadine Tina de REFCAD, qui était prévue aujourd'hui, mais qui, pour des raisons techniques, malheureusement, n'a pas pu rejoindre ce webinaire. Donc, s'il vous plaît, suivez les travaux de REFCAD. Vous avez le nom complet des organisations et de nos intervenantes aujourd'hui dans l'email d'invitation que vous avez reçu. Donc, voilà, on aurait vraiment beaucoup aimé entendre Nadine, mais merci Rosie et Pascal pour ça. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette discussion importante. Merci à nos interprètes. Il est clair que la société civile haïtienne, et y compris le mouvement féministe haïtien, fait preuve d'un courage remarquable face à d'énormes défis et que la solidarité internationale est juste plus vitale que jamais, mais une solidarité qui est réelle, qui est concrète, qui ne perpétue pas l'essentialisation, l'exclusion et qui ne reprend pas des mécanismes d'oppression, mais une solidarité internationale qui met au centre les voix des organisations haïtiennes. Donc, vraiment, j'espère que vous êtes aussi reconnaissants pour Pascal et Rosie d'avoir partagé tout ça avec nous. Au nom d'Amnesty, voilà, nous apprécions profondément votre temps et votre engagement. On va continuer à travailler ensemble pour veiller à ce que les voix des défenseurs et des défenseuses haïtiennes des droits humains soient entendues et prises en compte. Et on vous invite encore une fois à soutenir la campagne en partageant la pétition d'Amnesty International que je pense mon collègue a mis dans le chat. Merci également à Tina et Christiane du bureau régional Amériques qui ont organisé ce webinaire. Et merci à nos intervenants également, à nos intervenantes. Merci, un grand merci et solidarité avec Haïti pour toujours. Merci. 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 Au Bye tout le revoir. monde. Bye bye tout le monde.